Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exode Call, aujourd'hui numéro 29. Et je vous propose cette fois un gros classique de classe préparatoire. Je pense que nombreux sont les étudiants qui ont déjà attaqué cet exercice-là, ou quelque chose en tout cas d'assez similaire, notamment le cas particulier où les deux matrices sont des matrices carrées de même dimension. Mais bon, lançons-nous sur l'exercice énoncé comme tel. Nous avons A et B des matrices rectangulaires, l'une de dimension P fois Q, l'autre de dimension Q fois P. Et il faut essayer de démontrer cette identité-là qui existe entre le polynôme caractéristique de A fois B et le polynôme caractéristique de B fois A. Donc voilà, donc ça c'est un exercice vraiment très classique. Encore plus, donc comme je l'ai dit, dans le cas particulier, on travaille avec des matrices carrées, puisque dans le cas des matrices carrées, il existe différentes résolutions, un certain nombre en tout cas de résolutions, j'en connais au moins 3, et j'en parlerai à la fin de la résolution que je vais vous proposer pour les matrices rectangulaires. Pour rappel ici, mon polynôme caractéristique, ça je pense que c'est important, mais le polynôme caractéristique d'une matrice M, je vais l'appeler M, donc le polynôme caractéristique d'une matrice M, pour moi, ça va être le déterminant de X identité moins M, donc à condition que M soit donc ici Mn de C. Okay, juste pour rappel, parce que bon, il existe une autre définition du déterminant où je peux le définir en disant que c'est déterminant de M moins X identité. Je veux qu'on soit assez certain et assez serein sur cette définition-là, parce que sinon ça pourrait faire apparaître des moins 1 puissance par-ci par-là, et ça pourrait un peu embêter le calcul, et probablement l'identité-là ne serait pas tout à fait la même, dans le cas où on aurait le polynôme caractéristique comme étant égal à M moins X identité. Mais bon, c'est un détail, je voulais juste qu'on soit bien raccord là-dessus. Et donc, bon, à part ces quelques petites choses, j'ai pas grand-chose à ajouter de plus concernant cet exercice-là. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est donc de faire comme d'habitude, vous inviter à faire une petite pause pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne dise quoi que ce soit, avant de donner un quelconque indice pour essayer de répondre à la question. Ok, alors on est parti pour une résolution, et une résolution qui va marcher également dans le cadre des matrices carrées. Donc ça va être quand même une résolution assez sympathique. Alors c'est un exercice vraiment très classique sur la manipulation des matrices. Et en fait, ici, ce à quoi il faut penser, c'est le fait que les matrices sont équivalentes à des matrices d'une certaine forme quand on connaît le rang de la matrice. Et donc tout l'enjeu est le suivant, c'est d'utiliser le rang d'une des deux matrices et de jouer un petit peu sur les transformations qu'on peut faire sur l'une des deux matrices en la répercutant sur l'autre, et après se lancer juste à faire les calculs. Et vous allez voir, ça va marcher, mais alors assez gentiment et de manière assez jolie, je trouve. Donc si je me prends A et B, donc soit A et B, deux matrices telles que supposées, telles que supposées, eh bien, je peux écrire grâce aux propriétés de rang, donc je peux dire si le rang de la matrice A est égal à R, on peut écrire que, donc au passage, je peux rappeler que R, ça va être inférieur ou égal au min de PQ. Pour rappel, le rang d'une matrice rectangulaire ne peut pas dépasser le minimum de l'une de ces dimensions. Donc le minimum de ces dimensions. Si le rang de A est égal à ça, eh bien on peut écrire que la matrice A est équivalente à une matrice de la forme suivante. Q. Avec P et Q des matrices inversibles. Alors bon, il faut préciser les dimensions maintenant. Donc là, on a une matrice de dimension P fois Q. Donc autrement dit, nous avons Q colonne, P ligne. Et donc ça veut dire que pour pouvoir faire les calculs, il faut que P soit une matrice inversible de dimension P. Ouais, c'est ça. Et il faut ensuite que la matrice Q soit une matrice de dimension Q. Est-ce que je dis des... je veux être sûr, est-ce que je dis... Non, c'est bien ça. Okay. Donc GL, GLQ. Voilà. Donc on peut écrire A comme étant une matrice équivalente à ça, et ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec cette équivalence-là sur la matrice B. Donc c'est-à-dire que je vais essayer de répercuter cette chose,
et répercuter cette chose, je ne vais pas le faire n'importe comment, je vais faire en sorte que je me retrouve du coup avec des matrices avec des matrices telles que si je regarde le produit de A fois B, je me retrouve avec une matrice qui va être semblable à la matrice de A fois B, qu'on obtiendra en faisant A fois B, et pareil pour la matrice B fois A. Alors qu'est-ce que je vais faire plus précisément? Ce que je vais faire, c'est que pour B, je vais prendre une matrice équivalente à B, en multipliant par Q-1 d'un côté, donc Q-1 fois B', disons, fois P, pardon, Q, P, P-1, ça va mettre même. Hop. Donc je peux écrire ça, il n'y a pas de problème, puisque les matrices Q et P sont inversibles, ils sont de bonne dimension pour pouvoir faire les calculs dans ce sens. Et donc, si je m'intéresse maintenant au polynôme caractéristique de A fois B, eh bien, si je regarde de plus près ce que vaut A fois B, A fois B, je me rends compte que c'est égal à P fois identité R0, 0, 0, B' fois P-1. Donc là, je me retrouve avec une matrice un tout petit peu plus simple que celle de A fois B, un tout petit peu plus simple que celle de A fois B, auquel je suis semblable. Donc cette matrice qui AB de X est en fait égale, ce polynôme caractéristique est en fait égal au polynôme caractéristique de l'autre produit, donc l'identité R comme ceci, fois B'. De la même manière, on en déduit aussi que qui de BA, c'est égal au polynôme caractéristique de B' fois identité R0, comme ceci. Donc on est ramené à un cas de figure où en fait on travaille avec une matrice A qui est de la forme suivante. Et la matrice B', elle est quelconque. Enfin, la matrice B peut devenir une matrice quelconque. Ok, bon, très bien. Alors maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce que donne exactement le produit de cette matrice-là avec une matrice B'. Bon. B', il va falloir le décortiquer en matrice bloc. Donc B', je peux l'écrire sous la forme CDEF. Donc je rappelle, les dimensions de B, c'est Q fois P, donc il y a Q ligne P colonne. Et je veux que cette décomposition en bloc permette de faire le calcul avec la matrice là-bas. C'est-à-dire que je veux pouvoir faire le calcul identité R, 0, 0, 0, fois cette matrice bloc CDEF. Bon, pour que cela se fasse, on se rend compte déjà quand on commence le calcul qu'on se rend compte qu'on doit pouvoir faire le calcul identité R fois C. Donc si on veut pouvoir faire ça, il faut que C soit de dimension R fois R. Je pense qu'on peut s'y attendre. Donc C, ça va être une matrice de dimension R fois R. Alors, je vais peut-être essayer de... Voilà. Donc, ici on a R, et puis ici on va dire qu'on a R également. Voilà. Donc je peux écrire C de cette manière-là. Et puis ensuite, il faut compenser les dimensions. Donc là, comme la dimension de la matrice c'est P, ici je dois nécessairement avoir P moins R. Et puis ici je dois avoir Q moins R. Voilà, donc ça nous donne une idée des dimensions des choses. Et pareil, si on veut, on peut préciser. Ici on a Q moins R. Et puis ici on a P moins R. Voilà. Donc maintenant, si je me lance à faire le calcul, là je vais pouvoir le faire vraiment bloc à bloc. Donc j'ai identité R fois C, donc là j'obtiens C, plus 0, 0 fois E, donc ça c'est tout à fait, ce produit est tout à fait possible, étant donné que C contient, contient, non, faut pas juste de bêtises, E contient Q moins R ligne, et 0 contient Q moins R colonne, ce 0-là contient Q moins R colonne, donc le produit est bien correct, et ça donne 0. Enfin, correct au sens où j'ai bien le droit de le faire, et ça donne 0. Et vous pourrez vérifier que tous les produits que je vais faire, vraiment, j'ai tout à fait le droit de le faire. Donc ça donne C. Ensuite, si je fais ce produit-là, j'obtiens identité fois D, donc ça va donner D en fait. 0 fois F, ça fera 0, et puis ensuite, tous les autres calculs donneront 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le polynôme caractéristique, le premier polynôme caractéristique, on peut l'écrire de manière plus simple, puisque bon, la matrice C qui est ici est une matrice carrée, donc une matrice A fois R. Et puis ici, alors il faut aussi se souvenir, là on est en train de faire un produit d'une matrice
P fois Q avec une matrice donc P fois Q avec une matrice Q fois P. Donc ça veut dire que la matrice qu'on obtient à la fin, c'est une matrice P fois P. Hop, donc la matrice qu'on obtient ici, c'est une matrice P fois P. Et donc, pour calculer là, on a même une matrice triangulaire supérieure par bloc. Ok, donc une matrice par bloc triangulaire supérieure, si je veux calculer son déterminant, donc si je voulais calculer le déterminant plus précisément de x identité moins cette matrice, je me retrouve à faire un calcul en faisant des déterminants par bloc. Donc je me retrouverai à faire l'identité de, x identité R moins C fois le déterminant de x identité et ce qui reste, P moins R. Donc en fait, en faisant le calcul, je me rends compte que le déterminant, le polynôme caractéristique que j'ai ici, il est égal au polynôme caractéristique de C fois x puissance P moins R. Ok, alors maintenant, si je fais l'autre calcul, donc C, D, E, F, fois identité R, 0, 0, 0. Encore une fois, on peut s'assurer que tous les calculs peuvent se faire bloc par bloc, et on va se retrouver avec cette fois I, donc C, ensuite on a en dessous, on va avoir E, et puis tout le reste, 0. Donc là, on va avoir une matrice, cette fois-ci, Q fois Q, d'accord, parce que là on est en train de multiplier une matrice Q fois P avec une matrice P fois Q, donc on se retrouve avec une matrice Q fois Q, et là la matrice C c'est une matrice carrée, ici on a une matrice carrée, et donc le polynôme caractéristique du deuxième produit va me donner le polynôme caractéristique de C fois x puissance Q moins R. Bon, et je pense que vous l'aurez compris que maintenant, en multipliant par x puissance q l'un et en multipliant par x puissance p l'autre, eh bien on conclut. Donc x puissance q fois ça et x puissance p fois ça donne x puissance q fois ça, x puissance p fois ça, et donc là je vais avoir p plus q, et ici je peux écrire p plus q moins r aussi. Donc on se retrouve avec deux polynômes égaux. Et c'est terminé, je viens de mettre en évidence l'identité souhaitée. Et donc en particulier, si les matrices sont de même dimension, sont des matrices carrées, eh bien on arrive à conclure que le polynôme caractéristique de AB est le même que le polynôme caractéristique de BA. En particulier, si P égale Q, on a réussi à montrer que qui de AB égale qui de BA. Donc c'est un cas particulier de ce qu'on vient de démontrer. Ok, donc justement, pour démontrer cette égalité-là, dans le cas où on travaille avec des matrices carrées, il y a plusieurs façons de le faire. Donc là, il y a cette façon-là, pas si difficile que ça, en tout cas, il faut juste se souvenir de cette notion d'équivalence de matrice. Et une fois qu'on a ça en tête, ça va plus ou moins tout seul. Il faut juste penser à faire les bons produits pour faire apparaître des matrices semblables qui sont plus faciles à calculer, dont le polynôme caractéristique est plus facile à calculer, des choses comme ça. Mais voilà. Alors après, il y a une autre façon de démontrer que vous connaissez peut-être un peu plus, en tout cas qui va vous parler peut-être davantage, c'est juste d'utiliser la densité des matrices inversibles. Donc, je fasse ma résolution ici, et j'aimerais juste pas tarder sur quelques résolutions qui existent aussi dans le cas où P égale Q. Dans le cas P égale Q. Donc il y a la résolution à l'aide du rang qu'on vient de faire. Il y a la résolution à l'aide des matrices inversibles. La résolution avec les matrices inversibles, en fait, on va jouer avec la densité des matrices inversibles et la continuité du fait de calculer un polynôme caractéristique sur les matrices. Donc on a deux choses à regarder. Alors si je prends soit A, donc là je vais me permettre de mettre égal n, voilà. Donc si A est une matrice dans GLN de C, c'est ça que je voulais faire plutôt. Donc si A est une matrice dans GLN de C, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien je vais avoir que
Le polynôme caractéristique de... Donc oui, c'est ça. Donc en fait, on fait la chose suivante. C'est juste, on utilise le fait que AB va être semblable à BA. Donc on a que AB, c'est la même chose que B fois A. Mais je peux multiplier par A à gauche et par A moins 1 à droite. Voilà. Donc là, ça me permet de dire que AB est semblable. Là. Donc AB est semblable à BA. Et donc quand on a deux matrices qui sont semblables, eh bien, les polynômes caractéristiques sont égales. Je l'ai utilisé il y a quelques instants pour la preuve précédente. Bon voilà, donc ça s'applique directement. Et puis, une fois qu'on a montré ça, on utilise la densité. Donc on a ça, puis ensuite plus densité de GLN de C dans LN de C. Et on utilise aussi le fait que l'application qui a une matrice A associe le polynôme caractéristique est une fonction continue de Mn de C vers Cn plus 1 crochet X. Voilà, donc en utilisant ces deux choses, eh bien, on arrive à conclure que c'est vrai pour n'importe quelle matrice. Hein, ok, donc je pense que c'est le type de résolution auquel on pourrait penser assez rapidement quand on a l'habitude de travailler, de se donner des hypothèses supplémentaires pour essayer de montrer des égalités pas faciles. Ça devrait faire partie des petits réflexes, j'ai envie de dire. Quand on veut essayer de montrer des égalités, c'est bien d'essayer de spécifier. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand on fait de la recherche de façon de manière générale, quand on cherche à résoudre un exercice ou qu'on cherche à essayer de mettre en évidence quelque chose que l'on a vu, ce qui peut être une bonne chose, c'est une fois qu'on a énoncé ce qu'on pense être vrai, essayer de spécifier les choses et de voir si déjà dans des cas spéciaux, c'est vrai. Et donc là notamment, là si je voulais essayer de montrer dans le cas des carrés le fait que A fois B égale B fois A, un cas de figure qui peut être intéressant à regarder, c'est les cas des matrices inversibles, parce que là j'impose quelque chose de plus fort que juste regarder n'importe quelle matrice. Et en imposant quelque chose de plus fort, je me rends compte que la résolution est très simple. Et puis une fois que j'ai résolu cette question, on peut se demander comment réussir à résoudre la question dans un cas un peu plus général. C'est exactement la même chose quand on travaille avec des fonctions, dans des intégrales, des choses comme ça, même dans d'autres trucs. Ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on pourrait essayer de démontrer les choses pour des fonctions escaliers. Et ensuite, une fois qu'on a montré les choses pour les fonctions escaliers, on utilise la densité des fonctions escaliers dans l'ensemble des fonctions continues par morceaux, blablabla. En utilisant ça, on arrive à résoudre la question pour des fonctions continues, des choses comme ça. Pareil, si on arrive à résoudre la question pour des fonctions C infinies, on pourrait essayer d'utiliser la réponse qu'on a obtenue pour les fonctions C infinies, afin d'avoir la réponse pour les fonctions continues tout court. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait entre guillemets naturellement, d'essayer d'imposer des choses supplémentaires pour essayer de résoudre l'exercice plus facilement. Et donc ça amène souvent à des idées d'utilisation de densité comme ici. Donc voilà, c'est bon, je pense que ça fait partie des bons réflexes à avoir. Ok. Donc ça c'est une autre résolution qui existe et que je voulais vous développer assez rapidement. Et il y a encore une autre résolution. Parce que ces deux résolutions peuvent se faire... Alors, cette première résolution peut se faire sur n'importe quel corps. C'est-à-dire qu'à la place de travailler avec une matrice, des matrices à coefficient dans C, je pourrais travailler avec des matrices à coefficient dans un corps. Donc, M, Q, P. Donc, je pourrais travailler avec des matrices dans un corps K quelconque, pour la première. Puisque la propriété de décomposition, donc la propriété de dire qu'une matrice est équivalente à une matrice, comme je l'ai écrit tout à l'heure, avec le bloc identitaire et tout le reste qui vaut 0, c'est une propriété qui se démontre pour n'importe quel corps K. La deuxième preuve que je viens de faire, c'est une preuve assez particulière qui marche essentiellement si le corps est égal au nombre complexe. Et en fait, on pourrait chercher encore une résolution plus générale dans un cadre où on ne travaillerait même pas avec un corps, on travaillerait plutôt avec un anneau. Donc il existe encore une résolution qui se fait quand on travaille avec des matrices dans MP, Q de A et M. Alors,
Oui, là je suis en train de... C'est des matrices carrées, hein, excusez-moi. Bon, je pense que MPQ, ça marche aussi. Hein. Donc là, ici, si j'avais mis un Corca là-bas, MPQ, ça marche aussi. C'est juste pour le dernier, j'ai peut-être des doutes, mais on peut travailler avec les matrices carrées sur un anneau. Et en fait, on peut me démontrer la chose aussi pour des anneaux, donc des anneaux commutatifs unitaires. Mais là, pour les anneaux commutatifs unitaires, on n'a ni la question de densité, ni la question du rang. Parce qu'il se trouve que ça, c'est vrai dans le cas où on travaille avec des corps, mais c'est plus vrai quand on travaille avec des anneaux. Et donc, quand on travaille avec des anneaux, il y a une preuve qui existe, alors je ne vais pas la développer ici, mais il y a une preuve qui existe, qui a été, dont l'idée est venue d'un certain monsieur Randé. Donc, hop. Alors, je ne sais plus son prénom, mais d'un certain monsieur Randé. Et ce qu'il fait dans sa résolution, c'est qu'il utilise les comatrices. C'est ça qui est assez étonnant dans cette résolution. Ici, je vais pas la développer parce que bon, bah, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait au programme là. En tout cas, ce genre bon, ça reste plus ou moins en programme si je voulais, mais c'est pas, je pense que c'est pas la peine que j'aille vraiment très loin là-dessus. Donc c'est une résolution qui peut être assez intéressante et bon, bah, je vous pique un petit peu au vif pour vous dire, bah, allez jeter un coup d'œil si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Sinon, bah, je pense que déjà avoir ces idées-là de résolution, cette idée de densité et cette idée de rang, c'est déjà énorme, c'est déjà bien suffisant en tout cas par rapport à cet exercice. Mais si vous voulez aller encore plus loin et essayer de voir des résolutions dans un cadre encore un peu plus général que juste les corps, eh bien, vous pouvez essayer de jeter un coup d'œil à cette résolution donnée par Randé. Donc voilà, je pense avoir dit l'essentiel concernant ce petit exocolle. Alors, pour ce qui va suivre, la semaine prochaine, je donnerai 2 petits exocolles. Et après ce, je prendrai une pause d'été, étant donné qu'il y a pas mal de conférences auxquelles je vais assister, auxquelles je vais même participer. Et puis également, il y a de vraies vacances que je vais me donner. Je pense que je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour préparer d'autres épisodes d'exocolle ou de petits exocolles. Donc j'en ai plus ou moins 2 dont j'ai des vagues idées de ce que je vais pouvoir vous proposer. En tout cas pour ces 2 derniers petits exocolles. Donc je vais encore en faire 2 la semaine prochaine. Et puis après ce, je me donnerai une petite pause pour ce qui va se passer en été. Donc voilà, il y a différentes conférences. Donc notamment, je vais repartir à Montréal en début juillet. Pendant une dizaine de jours, essentiellement pour des conférences auxquelles je vais assister et participer. Je vais même participer et proposer un poster, donc faire des présentations autour d'un poster qui rassemble ce que j'ai fait dans mes recherches. Il y a ensuite, bon après je me prends une petite pause vraiment personnelle. Ensuite il y a en début août, je vais partir pour une très très grande conférence en algèbre. Et je vais partir loin, je vais partir en Uruguay et en Argentine. Je vais faire 2 pays, ça va être assez nouveau et j'espère que ça va être, je pense que ça va être très 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 fort en émotion, je pense en tout cas. Mais je vais participer et également suivre une conférence qui s'appelle l'ICRA, la conférence internationale de représentation d'algèbre. Et donc bon bah ça fait partie des très grosses conférences qui se font une fois tous les 2 ans. Donc il y a 2 ans ça n'a pas pu se faire, ça s'est fait en ligne, ça devait être prévu à la base en Italie. Ça s'est pas fait, je voulais y participer mais ça s'est pas fait, donc je l'ai juste suivi en ligne. Et bah cette fois-ci je vais y participer et présenter mes recherches. Donc encore une fois ces recherches. Donc là pour les 2 conférences dont je viens de parler, je vais essentiellement présenter des choses que je vous ai déjà présentées lors du point recherche là, la saison 1. Ensuite, il y a encore une fois une pause en août et peut-être qu'il y aura 1 ou 2 vidéos qui sortiront en août. Peut-être il y aura peut-être, je sais pas, mais ça dépendra comment ça se passe, mais il pourrait y avoir des vidéos liées à ces conférences-là. S'il y a des enregistrements, des choses comme ça, je les ferai ensuite suivre et je les mettrai sur ma page web. S'il y en a pas, bon c'est pas grave, il y aura au moins les slides et tout ça comme je fais d'habitude. Donc il y a ça, et dans les dernières conférences, il y a également une petite conférence qui se fait à Amiens, plus ou moins mon fief, donc à Amiens, donc c'est en fin août. Et enfin, il y a une dernière conférence qui se fera en septembre, tout début septembre, en Autriche,
sur de la combinatoire auquel je vais participer également et je vais présenter mes recherches. Et cette fois-ci, je vais présenter un autre truc sur mes recherches qui pourrait être le sujet du coin recherche saison 2. Puisque comme je vous ai dit il y a quelques épisodes de ça, j'ai assez envie de relancer le coin recherche et de vous proposer une saison 2. À la suite de quelques retours que j'ai pu avoir sur la saison 1, j'aimerais vous proposer une saison 2 et cette saison 2 va être liée à des recherches que j'ai effectuées avec un groupe de recherche que je signale également dans mon site web, dans la partie recherche, pour ceux qui fouillent, peut-être ils le savent déjà, mais donc il s'agira de choses liées à des méandres, des choses liées encore une fois avec des représentations de Carquois, mais avec une vision totalement différente et beaucoup plus combinatoire que ça n'a été, donc c'est vrai que ça a été déjà combinatoire dans ce que je vous avais présenté, mais il va y avoir une autre façon de voir les choses que je vais vous proposer et qui vont amener à des résultats assez sympathiques sur la combinatoire des mots. C'est ça qui est assez dingue, on arrive à faire des liens entre la combinatoire des mots et les représentations d'un certain Carquois. Surtout que ça me permettrait de parler des représentations de bandes que j'avais délaissées dans le coin recherche saison 1 et pour lesquelles je vais pouvoir les réhabiliter en fait dans la saison 2. Puisque dans cette saison-là, en fait, on travaillera énormément avec ces bandes-là, et vous verrez, je pense en tout cas que c'est quelque chose d'assez intéressant, d'assez intriguant. Et il y a même des questions qu'on peut facilement poser à des élèves même de collège et tout ça. Il y a des questions qui restent encore ouvertes aujourd'hui, sur les méandres notamment. Et donc, bon, je pense que ça peut être assez intéressant de vous proposer quelque chose autour de ça. Donc ça pourrait faire l'objet d'une saison 2, il y a aussi potentiellement une saison 3 qui pourrait se faire, mais tout dépendra déjà aussi du temps que j'ai, etc. Mais bon voilà. Donc ça c'est tout ce qui est en rapport avec ce qui va se passer en été jusqu'à septembre. Le coin recherche, ça sera à partir du moment où je reprendrai les vidéos. Et chose aussi que je peux annoncer, à partir de septembre, donc à partir disons du 10 septembre, eh bien je serai à Montréal et de façon plus longue. C'est-à-dire que là je vais donner des cours sur place, etc. Je vais pouvoir enfin reprendre, on va dire, le cursus étudiant que j'avais un peu délaissé. Donc le cursus étudiant que quand je veux dire délaissé, c'est pas vraiment délaissé, mais ce que je veux dire c'est la vie sociale étudiante, si je veux plus dire, que j'avais délaissé. C'est plutôt ça, parce que bon, la vie étudiante, évidemment, je la vis, puisque j'arrive quand même à travailler avec des chercheurs sur place à Amiens, j'arrive à travailler également avec mon encadrant de thèse, etc., en ligne, etc., et puis bon, j'arrive quand même à me déplacer à Montréal, mais cette fois-ci, ça serait pour une période plus longue, et ça me permettrait également de travailler avec les autres doctorants qui sont sur place, etc., donc retrouver, on va dire, ce que j'aurais dû vivre de mon expérience à l'étranger pour ce doctorat. Donc au moins pendant 4 mois, peut-être plus, ça dépendra de comment les choses se passent, mais au moins 4 mois, ça c'est une quasi-certitude, avec peut-être quelques pauses, mais ça, voilà, ça on va dire c'est une question de vie privée. Et puis voilà. Bon, je pense avoir dit tout ce qu'il fallait, niveau information, vous avoir mis un peu à jour sur tout ce qui va se passer. Maintenant, je termine par rapport à cet Exode Call. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo s'il y a d'autres camarades qui veulent être intéressés par ces vidéos, par le contenu de la chaîne, etc. Et puis sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour les 2 petits Exode Calls que je voudrais vous proposer avant les vacances d'été. Voilà, sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!